Bonjour, et je vous remercie d'être venu pour cette dernière leçon du cours de cette année, ce qui nous invite à tenter d'en tirer une conclusion. Je vous répète, ou j'anticipe ma répétition pour dire que je ne considère pas que c'est la leçon de clôture. La leçon de clôture sera prononcée peut-être à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Je vous préviendrai à ce sujet. La leçon de clôture traitera de problèmes beaucoup plus généraux et qui partira quand même du contenu de nos cours, bien sûr. Ce cours sur le départ du bouddhisme, donc, entendait aborder la phase la plus récente, la dernière étape avant la refondation ou le renouvellement de l'époque Meiji, de ce que nous avons appelé, sans prétendre être le premier à l'avoir fait, la dialectique sino-japonaise. Ce terme, donc la dialectique du Wakan, n'est-ce pas ? Ce terme de dialectique que j'ai vu a déjà été employé il y a longtemps, en particulier par le professeur David Pollack, dans un livre publié en 1986 qui s'appelle The Fracture of Meaning, la fracture du sens, n'est-ce pas ? Et qui a été repris un peu plus tard entre autres bien sûr, dans un article de Madame Melissa McCormick qui concerne justement The Wakan Dialectic as polemic, n'est-ce pas ? D'ailleurs, une petite digression en passant dans cet article de Madame McCormick, elle signale une peinture zen assez connue de l'époque d'Edo, qui représente la déesse Kuan Yin, comme on dit, la déesse Kannon, le Bodhisattva Kannon, donc Avalokiteshvara, dans une pose qu'elle estime être copiée sur un portrait assez connu que je vous ai peut-être montré pendant le cours, de Murasaki Shikibu. Donc, ce qui confirme, on le savait, mais on voit à quel point cette identification de Kannon et de Murasaki Shikibu a été cultivée au Japon jusqu'en pleine époque d'Edo, et de façon même tacite, puisque bien sûr la peinture zen de Kannon ne mentionne pas cette ressemblance. Alors, je signale cet article, ne serait-ce que pour cette illustration qui est très intéressante. Des gens comme David Pollack et d'autres d'ailleurs conçoivent toujours un peu cette dialectique, justement, un peu plus comme polémique que comme dialectique, c'est-à-dire pour eux, c'est une sorte de confrontation. Je crois que David Pollack, il me semble me rappeler que dans sa préface, parle de relations amour-haine entre les choses japonaises et les choses chinoises. Il n'aborde, peu de gens, me semble-t-il, abordent la question de mon point de vue, n'est-ce pas, qui est qu'en réalité c'est une dialectique tout à fait asymétrique, pour reprendre des grands mots, c'est-à-dire qu'en réalité le côté japonais se bâtit non pas contre, mais en intégrant le côté chinois, et aucun de ces auteurs ne parle de la question qui est pour moi fondamentale, la question de la langue, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la langue japonaise que se déroule toute cette dialectique. Il y a aussi une expression qui est très pratique, celle de dynamique sino-japonaise, qui est utilisée par notre collègue Ivo Smith, et qui est cette question de dynamique, cette idée de dynamique est tout à fait intéressante aussi. Je l'ai employée aussi plusieurs fois au cours de mes leçons, parce que ça évoque bien ce côté évolutif de la situation et l'énergie qu'influe le rapport avec la Chine dans cette dynamique. Alors, elle reflète un état de choses, cette dialectique, qui se déroule sur toute la longue période que nous avons envisagée, à savoir des alentours de l'an 1000 jusqu'au XIXe siècle. Et en réalité, comme on va le rappeler, c'est bien plus ancien. Puisqu'elle est bien plus longue encore, puisqu'elle a commencé de façon concrète et formelle. Je ne peux pas parler de documents archéologiques épars, et je me cantonne aux témoignages littéraires transmis, n'est-ce pas ? Donc on peut remonter au tout début du 8e siècle, bon, je l'ai dit et redit, et se poursuit encore à notre époque avec de passionnants changements de direction
dans les rapports dynamiques qui ne peuvent qu'inviter à prolonger les recherches dans cette direction. L'histoire continue avec un troisième élément maintenant, qui est la langue anglaise, mais ceci est justement une autre histoire. Une telle constance dans l'enquête pourrait passer pour de l'obsession. Cette obsession parle de Madame Sakaki Atsuko dans un ouvrage qui s'appelle justement Obsessions with a Sino-Japanese Polarity in Japanese Literature. Vous voyez, là, c'est la polarité. Enfin, elle définit cela en termes de polarité, mais ce n'est pas non plus notre point de vue. Et alors, une obsession qu'elle situe avant tout, comme bien d'autres, dans le champ de l'histoire littéraire. Notre propos n'est certes pas l'histoire littéraire, mais la philologie, que nous définissons dans ce cadre de façon très banale comme l'intérêt pour le discours. Ce qui a veillé depuis bien longtemps cet intérêt, vous l'aurez compris, c'est précisément la constance du phénomène, qui peut se suivre sur toute la durée de la culture écrite japonaise, et pour le coup, jusqu'à maintenant. Mais avant tout, au-delà de son expression manifeste, c'est l'aspect moins immédiatement visible de son action qui réclamait un examen plus attentif et invitait à une approche herméneutique. Je ne vais pas refaire ici pas à pas les étapes des 11 ans de ce cours. Je tâcherai d'en faire à une autre et prochaine occasion un bilan général, comme je viens de vous le dire. Ce qu'il me faut redire en revanche, c'est que chacun des 11 thèmes traités a permis de confirmer le rôle de cette dialectique sino-japonaise que nous pourrions nous hasarder à nommer en japonais Wakan no Rondi, la logique du japono-chinois. Elle n'a cessé de s'exercer tout au long de l'histoire du Japon, et c'est sans aucun doute les aspects cachés de son action qui devaient attirer notre attention. Parler en effet de polarité dans le cas de la culture japonaise ne reflète pas la situation telle que nous pouvons l'apercevoir. Si l'on peut parler d'une obsession manifeste des lettrés et artistes du Japon à l'égard des formes les plus prestigieuses de la civilisation chinoise, l'on ne saurait penser que la polarité dont il est question implique une symétrie réelle. L'analogie la plus immédiate se présente avec la situation religieuse de la Rome antique et les réserves faites par les spécialistes tels que Sueki Fumihiko à l'encontre du terme de syncrétisme shinto-bouddhique, pour rendre la notion de Shimbutsu Shugo, donc l'assimilation des dieux et des Bouddhas. Et ces réserves se fondent justement sur le fait patent qu'il n'y avait pas de religion élaborée doctrinalement au Japon qui puisse être mise face aux enseignements bouddhiques. Une symétrie réelle, et donc ils ne peuvent pas être pris en considération de ce point de vue. Pourquoi fais-je intervenir le latin et la Rome antique dans l'histoire ? Eh bien, c'est parce que, d'une certaine façon, on trouve dans le rapport gréco-latin, et ça a été déjà examiné par quelques personnes, peut-être jamais suffisamment du côté de la langue elle-même, des points d'analogie, n'est-ce pas ? Je pense par exemple au terme latin de contaminatio, que vous vous rappelez peut-être de vos cours d'autrefois, n'est-ce pas? Ou par exemple des dramaturges, des écrivains de théâtre comme Terence prenaient deux pièces grecque et en faisait une seule en latin pour l'adapter au public japonais. Mais plutôt que cela, le plus intéressant est ce qu'on appelait l'interpretatio graeca ou l'interpretatio latina. Vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas? C'est Athéna, Minerve, Zeus, Jupiter, etc. On a l'impression... Héra, Junon, on a l'impression d'avoir un parallèle complet, n'est-ce pas? On dit, voilà, toutes les divinités latines, toutes les divinités grecques sont dans le panthéon latin, mais en réalité, c'est, comme on le sait à peu près, ces divinités latines n'existaient pas du tout, en tout cas dans la même forme que les divinités grecques, et ce sont des plaquages qui ont été faits de façon
lente dans l'histoire et qui arrive à une symétrie parfaite. Et on a une polarité, si l'on peut dire, gréco-latine, qui est parfaitement fallacieuse, puisque cette polarité n'est en réalité que le décalque d'une réalité grecque sur la culture latine. Et c'est d'ailleurs la grande réussite du latin. De même, le rapport entre Homère et Virgile, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous refaire tout ce cours, mais vous voyez que ce côté, on ne peut pas parler de syncrétisme. Le syncrétisme implique deux choses égales qui se mélangent. Là, non, c'est vraiment quelque chose qui se déverse, n'est-ce pas, d'un point de vue d'un niveau plus organisé, plus ancien, sur une plateforme qui est encore vierge et qui reste à constituer. C'est comme ça qu'il faudrait penser à cela. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne saurait parler donc de polarité japonaise-chinoise dans la langue, pas plus qu'il y a une polarité shinto-bouddhique dans la religion. C'était un peu le thème de cette année, j'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons bien plutôt affaire à une structure, nous pourrions presque dire un montage, dont il est possible de faire dans une certaine mesure l'histoire, qui a précisément pour but de faire apparaître une symétrie, voire une polarisation, dans un contexte culturel où les conditions n'étaient auparavant pas réunies pour qu'elle ait lieu. Pour reprendre les termes de notre binôme Wakan, s'il y avait bien un Kan, donc la monumentale civilisation chinoise, Kara en japonais, n'est-ce pas, et que c'est le terme qui est un peu dépréciatif que vont utiliser nos philologues nationaux, les Kokugakusha dont nous avons parlé cette année. Donc il y avait une monumentale civilisation chinoise qui était fondée dans la perception que pouvaient en avoir les peuples non chinois en voie de constitution, sur le... Alors là, je vais me risquer à traduire par texte, n'est-ce pas, ce mot majeur de la civilisation chinoise qui est wen, donc en japonais bun, n'est-ce pas, qui veut dire la lettre, le texte, et la civilisation aussi pour les Chinois, être lettré, avoir accès au texte avec une majuscule. Là, encore une fois, je voudrais que vous entendiez la majuscule quand je le prononce, n'est-ce pas? C'est changer pour devenir lettré, pour devenir maître de la lettre. C'est la façon dont on a traduit, à partir d'une vieille expression chinoise, dont on a traduit le terme européen de culture, n'est-ce pas? Bunka, littéralement transformation vers le texte. Donc, nous avons donc le Kan d'un côté, et de l'autre, nous avons le Wa, le Yamato, n'est-ce pas, le Japon, qui est le récepteur insulaire de cette civilisation, qui, elle, ce récepteur insulaire, était en devenir. Donc tout l'art et la science des lettrés japonais, au sens le plus large, mais pendant quelques siècles, ça a été quand même très confiné à la cour et au monastère, n'est-ce pas, et en particulier à l'époque de Heian. Donc tout l'art et la science des lettrés japonais consisteront à élaborer un pôle wa qui puisse faire apparaître cette polarité, juste parce que pour une polarité il faut deux pôles, que certains ont pu juger obsessive. S'il y a une originalité dans notre approche, c'est bien celle-ci. C'est que ce processus d'élaboration, commencé dès l'origine de la culture écrite japonaise, a pu donner à croire que la symétrie existait dès le début. Et là, c'est la réussite de ce processus, c'est que c'est indiscutable, non seulement pour les Japonais, mais pour une bonne partie des japonisants, encore modernes. Ce processus pourrait être appelé décalage, ou mieux peut-être altération, terme que je reprends, vous le savez, de l'étude de notre jeune collègue Romain Ménini sur Rabelais et l'intertexte platonicien, auquel je vous renvoie, qui est une magnifique étude sur justement le grec chez Rabelais. Il consiste, ce processus, à présenter et à représenter comme intrinsèques à la langue en devenir des notions qui proviennent en réalité de la langue référentielle, du chinois donc, mais sont si étroitement enchâssées dans la langue locale qu'elles y acquièrent une autonomie de sens et de fonction. Elles peuvent désormais mener leur vie propre dans l'expression littéraire. Ce processus porte en réalité un nom
que lui ont donné les Japonais eux-mêmes. Et je voudrais faire justement le lien entre ces deux notions. Il s'agit, comme je vous en ai parlé souvent, du kundoku, n'est-ce pas? La lecture explicite des caractères chinois, mais aussi des textes chinois. Le kundoku n'est pas seulement une question de lire, de plaquer sur un caractère chinois un mot japonais plus ou moins purement japonais, mais c'est aussi transformer un texte chinois en langue japonaise, et aussi de la même façon transformer le texte avec une majuscule chinois en texte japonais. Le kundoku, pour ceux qui ne savent pas, l'exemple le plus simple, c'est San, n'est-ce pas, la montagne, que les Japonais liront en lecture phonétique San, qui ressemble un peu à la lecture chinoise, et ils liront en kundoku, donc en lecture explicative, ce que je traduis par lecture explicative, Yama, que tout le monde connaît. Donc par l'intermédiaire de ce kundoku, de cette lecture explicative, les deux langues fusionnent en quelque sorte. Je ne reviendrai pas ici sur les modalités concrètes de cette lecture explicative, mais remarquons cependant, de ce que nous pouvons en connaître à partir des témoignages anciens sur la lecture des monuments historiques, des monuments littéraires historiques, qu'elle se présentait certainement sous un aspect beaucoup plus puriste que ce qu'elle devint par la suite. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en considération. C'est-à-dire que tout le vocabulaire chinois d'un texte chinois, y compris les composés, devait être transposé en vocabulaire japonais, en lecture explicative donc. Alors que par la suite, et ce dès l'époque de Heian, il était admis que même dans la lecture explicative de textes sino-japonais littéraires, et très probablement sous l'influence des pratiques bouddhiques, la lecture phonétique était admise. Ça, c'est un point important. Les documents vraiment, enfin, ce qu'on peut avoir d'incontestable d'époque ancienne, montre effectivement que tout texte japonais doit être, c'est presque une traduction, en tout cas une transposition littéraire. On admet, alors que quand vous parcourez maintenant n'importe quel manuel de sino-japonais, vous voyez que les prononciations sino-japonaises, donc phonétiques, abondent et sont même la règle. À l'époque ancienne, on essayait de créer un texte japonais en parallèle au texte chinois écrit, texte japonais qui ne comporte que des termes purement japonais, des Yamato Kotoba, des mots du Yamato. Nous l'avons dit et redit cependant, la dialectique wakan ne part pas d'un sentiment complet d'infériorité de la part des Japonais, car leurs lettrés, là encore c'est une catégorie tout à fait générale, ce sont là sans doute des officiants et puis des sortes de conseillers de cour, on ne sait pas exactement l'établissement de ces grands monuments historiques littéraires japonais du début du 8e siècle, enfin... il y en a deux, comme vous le savez, le Kojiki en 712 et le Nihon Shoki en 720. Les deux sont compliqués, mais celui de 712, le Kojiki, est encore plus complexe. Mais donc, leurs lettrés, quels qu'ils soient, avaient pris soin de ce... Et il y a aussi, bien sûr, une histoire orale. Car leurs lettrés avaient pris soin de se ménager dès l'origine un sanctuaire philologique qui deviendra le point focal de toute cette évolution, dans les deux directions de son développement. Nous allons, comme vous le savez, comme j'ai essayé de le suggérer, et comme c'est le thème de cette année, il y a eu un développement de directions contradictoires. Et là, nous arrivons au retour, en quelque sorte, au retour du refoulé, pourrais-je dire. Nous avons vu comment l'assurance de l'origine divine du poème japonais a permis de concrétiser la théorie de l'assimilation des dieux et des Bouddhas par une poétique de l'interpretatio, n'est-ce pas, donnant naissance à un genre poétique qui fut aussi le vecteur des enseignements bouddhiques dans l'ensemble de la culture japonaise, les shakkyokan ou la poésie bouddhique japonaise, donc les waka, le waka, la langue, le poème forgé par les dieux qui devient vecteur du bouddhisme. Et nous avons vu aussi, dans l'autre sens, comment, avec le développement de la philologie nationale, le kokugaku,
et tout spécialement la pensée de Motoori Norinaga, qui avait fait l'objet du cours d'il y a 3 ans, l'attention des lettrés allait se tourner vers le point de départ de toute cette aventure, l'âge des dieux, en reprenant à nouveau frais l'étude des mythes japonais et de la langue qui les sous-tend. Pour revenir à la centralité du verbe japonais en tant que parole des dieux, la première tâche était de se débarrasser de la vision doctrinale qui avait permis de cimenter l'édifice, à savoir la doctrine bouddhique elle-même. Tel fut donc le thème de cette année, le départ du bouddhisme, auquel se livrèrent 2 penseurs de l'époque d'Edo, Tominaga Nakamoto et Hirata Atsutane. Je n'ai que 2 images. Donc, le premier, c'est tout ce que j'ai trouvé, il y a plusieurs réflexions de cette image. Enfin, le premier, Tominaga Nakamoto, ou Tsuki, n'est-ce pas, 1715-1746, vous le savez, dans la fulgurance de sa vie si brève, aura laissé 2 œuvres qui se complètent de façon remarquable par leurs différences formelles au service d'une même idée. Comme elles furent publiées presque en même temps, et que l'on a la certitude, si l'on en croit les préfaces, que la rédaction du plus court de ces ouvrages s'est effectuée alors que le plus long était déjà rédigé et en voie de publication. On peut donc les traiter ensemble. Il s'agit d'un dialogue, en quelque sorte, que l'auteur entretient avec lui-même, un ouvrage reprenant les idées de l'autre pour les porter sur un autre plan. Le fait que les 2 livres soient rédigés dans des systèmes langagiers différents doit particulièrement nous intéresser, car il influera aussi sur le second penseur étudié cette année, Hirata Atsutane. Le premier ouvrage, le plus ample, bien qu'il ne comporte guère qu'une centaine, même moins que cela, n'est-ce pas, 35 000 caractères chinois, une centaine de pages, disons plutôt entre une soixantaine de pages, de format courant, n'est-ce pas, est rédigé entièrement en style chinois classique, avec de nombreuses allusions littéraires montrant les qualités lettrées de l'auteur, bien que l'on remarque aussi d'assez nombreux japonismes. Bon, il ne faut pas être trop puriste, et comme je vous l'ai dit, Nakamoto est mort très jeune. Il s'agit donc des propos au sortir du recueillement, le Shutsujo Kogo, n'est-ce pas? Différencier bien les 2 titres en japonais, bien sûr, c'est fait exprès, ils sont très proches. Nous avons le Shutsujo Kogo et le Shutsujo Shogo. Donc là, nous parlons du premier. Les propos au sortir du recueillement ou du samadhi. Le choix de la langue style qui est le sino-japonais, le kanbun, donc c'est-à-dire un chinois voyant ce texte, un chinois lettré pourrait le lire, n'est-ce pas? Le choix de la langue donc, de ce texte s'explique entre autres par le fait que ce traité s'inscrit de par sa forme, nous l'avons dit, dans la catégorie des traités sur les 3 doctrines, les Sankyōron, dont l'origine est bien sûr chinoise, et le premier grand et illustre ouvrage ressortissant à ce genre est bien sûr le Sango Shiki de Kukai, rédigé en 797, vous voyez, qui est à la fois presque un millénaire auparavant, qui est à la fois un chef-d'œuvre littéraire et une apologie du bouddhisme pour Kukai, n'est-ce pas, face aux 2 autres grandes doctrines de la Chine, le confucianisme et le taoïsme. Nous avons vu que les propos de Nakamoto n'appartiennent pas directement au genre des Sankyōron. Les propos au sortir du recueillement de Nakamoto n'appartiennent pas directement au genre des Sankyōron. Il n'y a en fait qu'une rubrique qui porte ce titre, et qui évacue promptement le taoïsme pour la raison qui ne concerne pas le Japon. Je vous ai parlé de tout ça. Mais si nous considérons dans son ensemble la suite des 3 ouvrages que Nakamoto a rédigés, et bien que le premier, qui est intitulé le Setsuhei, n'est-ce pas, ou le compendium du discours confucianiste, sous-entendu, soit à présent perdu, nous voyons alors que cet ensemble les 3 ouvrages qu'a rédigé sans doute consciemment dans ce but Nakamoto, n'est-ce pas, constitue un Sankyōron, un traité sur les 3 doctrines, avec la notable différence que le taoïsme, nous l'avons dit, est remplacé par le Shinto japonais. Et ça, c'est très important. De façon tout à fait symbolique, c'est dans le second ouvrage
le second que nous avons conservé, c'est-à-dire la lettre du vieillard ou le libelle du vieillard, libelle impliquant un ton plus vif, n'est-ce pas, le Okina no Fumi, bien plus court que les propos au sortir du recueillement, qui est abordé le Shinto, alors que ce texte est cette fois rédigé en japonais et non plus en sino-japonais. Un japonais classique, certes, mais très fluide, aisé et vivant. On pourrait soutenir que Nakamoto, qui se savait très malade, a conçu ce manifeste, ce Ofumi, n'est-ce pas, comme une sorte de testament spirituel. Nous avons donc bien une trilogie doctrinale dont il nous manque la première pièce sur le confucianisme, mais qui concernait avant tout le bouddhisme et le shinto. C'est probablement la première fois qu'un Sankyo-ron est ainsi conçu, ce qui montre que désormais, Nakamoto entendait s'adresser aux Japonais et non à un public abstrait, celui de la sinoglossie. Nous avons d'ailleurs vu dans la préface des propos au sortir du recueillement que Nakamoto semblait même caresser l'ambition de voir un jour son traité, rédigé dans la langue universelle de l'Extrême-Orient qui était le chinois classique, suivre à rebours le chemin qui avait mené le bouddhisme au Japon et parvenir à son tour en Inde, où cet enseignement donc avait vu le jour. On se doute bien qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y reçoive un accueil chaleureux, mais ce souhait est bien la marque du caractère iconoclaste qui caractérisait ce jeune penseur intrépide, comme l'avait dit le grand historien de la littérature japonaise que fut Kato Shuichi. Et vous allez voir que Atsutane est encore plus iconoclaste, mais c'est d'un iconoclaste partial, non, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas, disons plutôt que c'est un propagandiste. Mais Nakamoto ne fait pas de concession, encore que, vous allez voir, je vais reprendre les quelques remarques que j'avais faites à ce sujet. Mais ce n'est pas reconvertir l'Inde n'est pas le but ultime ou ultimement manifesté par Nakamoto, car le Shinto est exposé de façon très ambiguë dans le libelle. Ce n'est pas une destruction complète. Ce qui est avant tout prôné, c'est la voie de la vérité, ou la voie véritable, Makoto no Michi, je vous l'ai dit, qui n'a que peu à voir avec la religion propre au Japon. Et cependant, cette expression sera reprise dans un sens tout à fait renouvelé, tant par Motoori Norinaga que par Hirata Atsutane. Donc, comme Motoori Norinaga est situé chronologiquement entre Tominaga Nakamoto et Hirata Atsutane, n'est-ce pas? C'est le rocher qui est au milieu du chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que Hirata Atsutane se veut disciple de Norinaga, mais qu'il fonde l'un de ses travaux principaux sur Nakamoto. Si nous voulons définir d'un mot les deux ouvrages, nous dirons que les propos au sortir du recueillement sont un travail d'érudition et de réflexion historique, et que le libelle du vieillard est l'œuvre d'un moraliste. Et je sais bien que les Français se voient souvent reprocher d'utiliser à tort et à travers ce terme dans la critique littéraire, mais dans le cas de Nakamoto, il me semble pertinent, puisque c'est bien en effet le renouvellement des mœurs du temps qu'il vise dans son libelle du vieillard. Donc dans le premier ouvrage, Nakamoto prend à bras le corps, au terme d'une étude approfondie des sources bouddhiques, doctrinales et historiques, dont il dit lui-même dans sa préface qu'elles lui ont pris une dizaine d'années. Donc il prend à bras le corps ce monument d'apparence inébranlable qu'est le canon bouddhique chinois, le Daizokyo, tel qu'il s'est transmis au Japon pour devenir la base du bouddhisme japonais. Il se livre à une critique à la fois détaillée et fondamentale, qui commence par mettre en évidence les invraisemblances historiques concernant la biographie de Shakyamuni. Il y avait une sorte de biographie standard qui était véhiculée par les différentes écoles, et puis il y avait aussi de nombreux textes qui donnaient des versions parfois divergentes, et même dans les versions cohérentes, il y avait beaucoup de problèmes qui surgissaient, de questions qui surgissaient presque automatiquement, en particulier sur la chronologie du Bouddha par rapport à la chronologie historique chinoise, par exemple.
ils mettent en évidence les contradictions internes dans le développement aussi des doctrines, qui font qu'il serait impossible de les exposer de façon cohérente. Il trouve le terrain le plus propice à cette critique précisément dans le système scolastique du Tendai, la grande école Tendai, donc le Tendai qui avait avec son système qui avait accompagné le bouddhisme depuis l'époque de Heian. Et vous vous rappelez que dans notre cours sur le Genji Monogatari et sur Murasaki Shikibu, donc la réincarnation de Kannon, comme nous le voyons encore, eh bien, j'avais mis en relief la façon dont il y avait une structure bouddhique sous-jacente, dont Murasaki Shikibu, qui était très érudite, était bien consciente, et en particulier le rôle du Tendai. Et là, on ne l'invente pas, n'est-ce pas, puisque on voit à un moment dans un épisode du Genji Monogatari, son héros, le prince Genji, qui fait une retraite dans un monastère bouddhique non loin de la capitale de Heian. Retraite qui n'est pas définie dans le temps, n'est-ce pas? On ne sait pas combien de temps il y reste. Mais ce que l'on voit, c'est que pendant cette retraite, il lit les 60 livres qui composent la trilogie du Tendai, n'est-ce pas? Les 60 kan. Alors je sais bien que kan ne veut pas dire volume, c'est simplement, ça peut être de gros chapitres si vous voulez, mais la trilogie du Tendai, donc du maître chinois du Tendai, le Tendai Daishi, le grand maître du Tendai, donc Juyi, Chigi en japonais, qui a vécu au VIe siècle, eh bien le Genji n'est pas spécialement non plus. Cette retraite est motivée par aussi une certaine déception, mais comme vous le savez, le Genji est toujours à un doigt d'entrer dans la vie religieuse et il ne le fait jamais, il retombe dans ses petits travers. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se livre à une lecture de moines érudits. Et on a eu cet épisode a été le prétexte pour toute une tradition qui a suivi pour affirmer que le découpage traditionnel en 54 chapitres du Genji Monogatari, du roman du Genji, donc, provenait de ce qu'il manquait, de ce qu'on avait perdu 6 chapitres pour arriver à 60, et que le but premier de Murasaki Shikibu, c'était de faire 60 chapitres pour en faire autant de chapitres que la trilogie du Tendai. Donc vous voyez que que ce soit vrai ou faux, l'important c'est qu'on les dit de façon et repris. Ce sont des idées qui sont reprises jusqu'à l'époque moderne, n'est-ce pas? C'est pour vous dire que ce bouddhisme japonais de l'époque de Heian, largement fondé sur le Tendai, est le socle intellectuel de la vie japonaise pendant toute l'époque médiévale et après aussi. Mais disons que quelqu'un qui, comme Tominaga Nakamoto, voudrait critiquer le bouddhisme du point de vue, se livrer à un démantèlement, une déconstruction du bouddhisme, prendrait tout naturellement la scolastique du Tendai, parce que c'était la plus représentée au Japon, encore une fois, à son époque. Et on sait que ce système Tendai se caractérise par son aspect très construit et intellectuellement satisfaisant, ce qu'on demande le plus souvent à un système philosophique, n'est-ce pas, dont le propos avoué était justement de résoudre ces contradictions qui gênaient tant Nakamoto. On se doute bien qu'il n'était pas le premier à les avoir remarquées, ces contradictions dans le bouddhisme, et que c'était même un sujet constant de réflexion dans le bouddhisme chinois, et qui avait d'ailleurs peu à peu élaboré la réponse à cette aporie en mettant au point l'examen critique des doctrines, le Hankyo, n'est-ce pas, qui est le cœur du système scolastique du Tendai. Il n'y avait pas que le Tendai, bien sûr, mais c'est le meilleur système. Et on peut dire aussi, là encore, on peut dire que ce sentiment de disparité du canon bouddhique
est peut-être propre au canon bouddhique chinois, parce que justement le canon bouddhique chinois est un canon éclectique. Alors que les différents recueils indiens, les différents Tripitaka indiens assemblés en Inde, étaient adaptés toujours à l'école qui les assemblait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que chaque école se faisait son canon bouddhique et écartait les autres écrits, ou bien les incorporait dans une version qui agréait à leur système. Mais comme vous le savez, le bouddhisme est arrivé en Chine par vagues successives. Les Chinois ont traduit des textes qui venaient de provenances doctrinales diverses, et ils se sont retrouvés, en fin de compte, avec des membra disjecta, des pans entiers de canons bouddhiques divers, et eux remettent tout ça dans un même canon. C'est quelque chose aussi à laquelle on ne fait pas assez attention lorsqu'on traite de l'évolution du bouddhisme en Chine, n'est-ce pas? En Inde, vous aviez des petits canons, si on peut dire, et puis en Chine, vous aviez la grosse Bertha, n'est-ce pas, le grand canon, disons, qui était éclectique. Donc, cela avait bien sûr fait poser des difficultés intellectuelles à tous les moines qui réfléchissaient, et il y en avait beaucoup, et il fallait résoudre cela. Donc, cette grille critique permettait de classer l'ensemble des enseignements transmis par les Écritures en fonction des facultés de compréhension des auditeurs auxquels elles s'adressaient. C'était tout bête. C'est-à-dire que s'il y a des différences, c'est parce que le Bouddha, ce qui est bien sûr, ce ne sont pas les Chinois qui ont inventé ce concept, ça existe déjà en Inde. Le Bouddha adapte son enseignement à la faculté de compréhension de ses auditeurs. La diversité donc s'expliquait par des différences de niveau des doctrines qui vont des plus simples aux plus grandioses. Et bien que plusieurs écoles chinoises aient élaboré de telles grilles, c'est sans conteste le système du Tendai qui était le plus largement répandu au Japon, et c'est en conséquence celui qui fut la cible principale de Nakamoto. Il faut aussi garder à l'esprit que cette classification de critique des doctrines était pour la scolastique Tendai, et ça c'est important, un point important, c'est tout autant doctrinale qu'historique, car elle était censée, c'est pas seulement une critique abstraite, elle était censée, une classification abstraite, elle était censée refléter la démarche pédagogique du Bouddha Shakyamuni lui-même, n'est-ce pas, qui, pendant les 50 années, alors là, je prends la chronologie du Tendai, je ne vais pas discuter l'âge qu'avait le Bouddha, 20 ou 30 ans, lorsqu'il acquit l'éveil, etc. Donc je reste sur l'idée d'un éveil à 30 ans et d'un nirvana à 80 ans, ce qui fait 50 ans de prédication, n'est-ce pas? Donc la durée de son enseignement, c'est donc... Alors Shakyamuni, donc, pendant les 50 ans qu'avait duré son enseignement, après avoir constaté l'échec de la révélation soudaine de son vrai sens, du vrai sens de son enseignement, du dharma, donc, comme vous le savez, dans cette classification critique des doctrines, on dit que la première étape est la révélation de l'ensemble du dharma, donc du système bouddhique, qui est un système à la fois psychologique et cosmologique, n'est-ce pas? Mais seulement personne n'y avait rien compris, n'est-ce pas? Donc après avoir constaté l'échec de la révélation soudaine de son vrai sens, il s'était vu obligé de mener peu à peu son auditoire jusqu'au niveau requis pour qu'il puisse l'accepter et le comprendre. Dans la scolastique Tendai, donc, il ne s'agissait pas que d'une herméneutique abstraite, mais bien d'une relation historique de l'évolution de l'enseignement du Bouddha lui-même, étroitement liée à sa vie et donc à son historicité. Il faut bien comprendre que pour les scoliastes, le dogme des 5 périodes et des 4 doctrines, je ne viens pas dans les détails, simplement pour vous nommer cette grille, où se rencontrent donc histoire et dogmatique, rend bien compte d'une réelle évolution chronologique de l'enseignement de Shakyamuni. C'est doctrinal et historique. Il ne s'agit pas à leurs yeux d'une remise en ordre a posteriori d'une masse inclassable de documents doctrinaux, ce qu'elle était en réalité, n'est-ce pas?
Cela, Nakamoto l'a bien sûr compris, et c'est pour cette raison qu'il mène de pair la critique de la biographie du Bouddha et de ses doctrines, telles qu'elles sont imbriquées de façon, pour ainsi dire, ontologique, ou en tout cas symbiotique. Cela s'accompagne aussi d'une analyse de l'histoire des sutras, des textes bouddhiques, dans laquelle il a beau jeu de déceler des impossibilités chronologiques, avec par exemple le rapport entre le sutra du lotus et le sutra des sens innombrables. Je vous l'ai exposé d'un cours, n'est-ce pas je vous renvoie à ce cours. Le sutra des sens innombrables est un sutra qui n'existait pas dans le canon, qui a été fait en chinois, justement pour combler un vide, le sutra du lotus, mentionnant un sutra que le Bouddha Shakyamuni aurait prêché, aurait exposé, mais qui ne figurait nulle part. Et en plus, ce sutra était renommé dans le sutra du lotus et donné comme exposé. Donc il fallait l'inventer puisqu'il n'existait pas. Ou bien il souligne aussi le caractère invraisemblable du classement du Sutra du Lotus en dernier et suprême lieu dans cette grille critique, alors que tout concourt à donner, toute la tradition était d'accord pour donner l'ultime place au Sutra du Nirvana. Là aussi, le Tendai était face à une aporie, le Tendai dont le but était de couronner cette évolution historique par le Sutra du Lotus était embêté, alors là, par une véritable, enfin par un fait, sinon véritablement historique, du moins de raison historique, le Sutra du Nirvana étant le sutra prêché par le Bouddha au moment où il va entrer dans le Nirvana, c'est le dernier sutra qu'il a prêché sur Terre. Donc il faut tenir compte de ça, ce qui est très embêtant, parce qu'on a tendance, dans une grille évolutive, on a le dernier sutra et le suprême, mais non, il faut que ce soit le sutra du lotus. Alors je ne vous dis pas comment, enfin, le Tendai a essayé alors dans une dialectique très subtile, a essayé de montrer que le sutra du lotus est quand même supérieur. Enfin, donc, alors évidemment, pour Nakamoto, dès qu'on a un esprit un peu critique, dès qu'on est décidé à ne pas jouer le jeu, tout cela se démantèle facilement, n'est-ce pas ? Donc, nous avons déjà souligné qu'il ne fallait pas commettre l'anachronisme souvent répété à propos de Tominaga Nakamoto, en qui certains veulent voir une sorte de Richard Simon, donc l'un des grands maîtres de la critique philologique sur les textes religieux, donc sur la Bible, n'est-ce pas, au XVIIe siècle. Ce ne serait pas un anachronisme d'ailleurs au sens strict, puisque Richard Simon est plus ancien puisqu'il a vécu au XVIIe siècle, il est plus vieux que Nakamoto. Mais ce serait, disons, une erreur de perspective. Car nous avons pu établir qu'il n'y avait pas qu'un souci philologique désintéressé dans la démarche critique de Nakamoto. Il entendait en effet établir une sorte de science nouvelle sur les débris du bouddhisme. Mais nous ne pouvons nous empêcher de voir en lui de profonds éléments qui en font presque un précurseur, malgré tout, de l'histoire des religions, telle qu'elle s'est développée au XIXe et au XXe siècle en Europe. Et en bon historien des religions, il va tirer de son analyse critique du bouddhisme une grille de lecture systématique de l'histoire des autres doctrines, dans laquelle il faudra voir davantage la preuve de son acuité intellectuelle que l'instauration d'une réelle méthode d'analyse critique, bien que ce soit au départ. Les propos au sortir du recueillement comportent aussi une rubrique intitulée « Les trois objets du langage », qui est pour notre enquête langagière très intéressante en ce qu'elle révèle le souci de Nakamoto de fonder aussi sur une réflexion à propos des langues l'un de ses buts fondamentaux, qui est de démontrer que le bouddhisme n'est pas fait pour le Japon. Dans cette partie assez longue et subtile, où il esquisse une description du discours bouddhique indien en s'aidant d'une nomenclature élaborée par lui-même, malheureusement assez absconse, c'est pour ça que je ne reviens pas ici, mais qui entend montrer que dans la rhétorique du discours bouddhique, comme dans l'évolution de son histoire et de ses dogmes, les changements sont produits par le désir de surpasser les prédécesseurs, en produisant des effets toujours plus grandioses. Remarquons enfin que dans l'avalanche des critiques qu'il déclenche contre le bouddhisme, Nakamoto s'en prend avec insistance au Sutra du Lotus. Il souligne les incohérences de son enseignement en lui reprochant de n'avoir rien à enseigner du tout, ainsi que l'impossibilité historique de lui accorder la place suprême qu'il revendique.
Il ne fait pas exactement du lotus sa cible privilégiée, mais son opération est plus subtile. Il le met au contraire au niveau des autres sutras comme soumis au même mécanisme d'émulation de groupes religieux cherchant à dépasser les précédents. Et bien sûr, démolir le Sutra du Lotus au Japon, c'est, comme je viens de vous le dire, démolir la culture de Heian qui est fondée sur le Sutra du Lotus. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Le Sutra du Lotus, il y a aussi les trois sutras, les trois textes de la Terre pure, mais ils sont littérairement beaucoup moins stimulants, je dirais. Et en plus, le Sutra du Lotus a un foisonnement d'images, de paraboles qui sont entrées dans la langue japonaise, comme on le voit même chez Hatsutane, n'est-ce pas? Et encore une fois, pour revenir à Murasaki Shikibu et à son Genji Monogatari, vous vous souvenez de cet épisode extraordinaire du Genji Kuyo, n'est-ce pas, l'offrande funéraire au Genji, qui était une pièce de No du XVe siècle probablement, mettant en forme d'abord l'identification de la déesse Kannon et de Murasaki Shikibu, mais surtout se fondant sur une tradition monastique, mais qui existe, n'est-ce pas, qui met en parallèle le Genji Monogatari et le Sutra du Lotus. Les 28 chapitres du Sutra du Lotus étant mis symétriquement face aux 54 chapitres du Genji Monogatari avec la correspondance chapitre par chapitre, n'est-ce pas? Donc on voit bien, le Sutra du Lotus était le fondement intellectuel de ce qui est aussi le fondement de la langue littéraire japonaise. Donc déjà dans ses propos au sortir du recueillement, Nakamoto fait largement appel, non sans quelque ironie, à un concept bouddhique central, qui est central entre autres au Sutra du Lotus, celui d'expédient salvifique, le Hoben, n'est-ce pas, dont nous avons vu plusieurs fois l'occurrence dans les textes de Nakamoto. Ce terme de Hoben, d'ailleurs, qui donne son titre au chapitre 2 du Sutra du Lotus, n'est-ce pas, le Hobenbon, et qui désigne, dans le Lotus, les ruses du discours du Bouddha pour attirer à son enseignement véritable ceux qui n'y sont pas préparés. Une sorte de stratégie communicationnelle, comme on dirait maintenant, impliquant que le contenu de cet expédient, donc il s'agit le plus souvent d'un enseignement considéré comme relevant du petit véhicule, n'est pas suprême et est appelé à être dépassé. En appliquant à l'ensemble des doctrines bouddhiques, c'est là le coup de force de Nakamoto, n'est-ce pas? En appliquant à l'ensemble des doctrines bouddhiques cette appellation d'expédient, Nakamoto prend le parti de considérer que l'entière histoire de cette religion, comme des autres religions qu'il traite dans ses écrits, ne reflète qu'un désir de dominer les autres doctrines, en se singularisant de plus en plus. Donc tout le bouddhisme est un hoben, donc c'est-à-dire qu'il est à rejeter. Vous connaissez la nasse, l'histoire qui vient de Chuangzi, n'est-ce pas? Pour prendre les poissons, il faut une nasse. Une fois qu'on a pris les poissons, on rejette la nasse. Et donc ce terme de hoben, d'expédient, est abondamment utilisé dans le second ouvrage, le Libelle du vieillard. Dans ce second livre, donc beaucoup plus court, rédigé, nous l'avons dit, en japonais, en un style vif et alerte, Nakamoto se fonde sur les acquis érudits, philologiques et historiques de son grand traité en chinois classique pour appliquer son propos à des aspects beaucoup plus proches de la vie intellectuelle de son époque. L'une des caractéristiques qui le différencie du précédent est qu'il utilise sa critique du bouddhisme pour confectionner une sorte de triple grille de lecture du phénomène religieux japonais, qui est constitué selon lui par le bouddhisme, le confucianisme et le shintoïsme. La conséquence de cette grille est que la critique qu'il applique aux trois doctrines est trop symétrique et donc systématique pour convaincre pleinement. Mais reconnaissons que les siècles suivants ont vu naître suffisamment d'idéologies systématiques dans tous les domaines scientifiques pour que nous puissions, au contraire, apprécier le caractère léger et déjà satirique de sa pensée, mais aussi son originalité. Car nous pouvons légitimement considérer le Libelle comme un Sankyoron, donc un traité des trois doctrines, le premier du genre à traiter le Shinto à la place du taoïsme, et en plus en langue japonaise. Même en le soumettant à sa critique systématique,
Nakamoto promeut, pour ainsi dire, la religion nationale japonaise au rang des grandes doctrines asiatiques que sont le bouddhisme et le confucianisme. De plus, cette critique systématique des trois religions lui permet de faire place nette afin d'exposer une nouvelle morale qu'il appelle la voie véritable, ce Makoto no Michi. Le libelle du vieillard expose tout d'abord les incompatibilités entre chacune des trois doctrines et la situation du Japon moderne, ce qu'il appelle Imanoyo, n'est-ce pas, le monde actuel. Le bouddhisme dépend trop de l'imitation des mœurs et de la pensée indienne, le confucianisme de la Chine, le shinto d'une antiquité disparue. Nous relèverons aussi que Nakamoto tient pleinement compte de la disparité des langues, en particulier pour le chinois ancien et le japonais archaïque. Il réexpose ensuite, en les adaptant à chacun des trois enseignements, ce qu'il pense avoir découvert de l'évolution des religions. Chaque maître tient à dépasser ses prédécesseurs en se réclamant d'une doctrine plus authentique et ancienne qu'il restaurerait enfin. Et c'est un paradigme qui se retrouve dans les religions hors du Japon et de l'Asie, n'est-ce pas? Le Shinto n'échappe pas non plus à ce processus, car pour lui, la religion autochtone est largement le produit des remaniements médiévaux influencés par le bouddhisme. Cela le mène à un morceau de bravoure où notre auteur dénonce les coupables prédilections, les kusei, de chacune des trois doctrines. Pour le bouddhisme, c'est l'illusionnisme, le genjutsu, et il en profite pour inclure dans cette catégorie l'ensemble des manifestations miraculeuses du Bouddha, et non plus seulement les subterfuges destinés à faire passer du petit au grand véhicule. Par ce tour de passe-passe, digne de la prestidigitation qu'il dénonce chez les bouddhistes, Nakamoto transforme l'ensemble de la doctrine de Shakyamuni donc en un simple expédient à rejeter après usage, comme tous les expédients. Pour le confucianisme, la prédilection innée est l'amour de la rhétorique, bunji, la grandiloquence, l'ornementation du langage. Et n'oublions pas que ce mot de bun, n'est-ce pas, texte, se lit kazaru en japonais, qui veut dire orné, décoré. L'ornementation du langage, dont les manifestations les plus irritantes pour les Japonais est l'art de présenter des choses simples de façon compliquée, ce qui nuit à la clarté de la pensée. Pour le Shinto, enfin, sa regrettable prédilection va à l'occultisme, shimpi, ce qui peut apparaître comme paradoxal avec l'idée que nous avons du Shinto, n'est-ce pas, qui n'est absolument pas une religion ésotérique à première vue. Donc cela peut apparaître comme paradoxal si l'on ne voit pas que, justement, Nakamoto dénonce le Shinto de son époque, du XVIIIe siècle, et les innombrables compromissions qu'il a nouées avec le bouddhisme ésotérique ou le zen, ou bien, dans une mesure moindre, et moins dangereuse aussi, avec le confucianisme. C'est une mesure moins dangereuse car le confucianisme apparaît toujours comme plus acceptable aux yeux des philologues nationaux. Et donc cette tendance à l'occultisme a brouillé sa simplicité primitive. Ce triptyque critique, nous l'avons dit, est la préparation au grand dessein de Nakamoto, qui veut se débarrasser de ses encombrants, comme on dirait dans la voirie municipale, afin de laisser la place à sa morale naturelle, qu'il appelle la voie véritable ou voie de la vérité. Cette voie qu'il expose avec force de détail, si l'on tient compte de la brièveté de son libelle, recoupe presque mot pour mot l'une des maximes fondamentales du bouddhisme sur la nécessité de faire le bien et de s'abstenir du mal. On connaît peu de cultures où un tel précepte serait désapprouvé, mais par-delà l'excessive simplicité de sa solution, il est clair que Nakamoto, qui s'est constamment abstenu de critiquer le Shinto primordial, ça c'est important, réservant ses pointes ironiques aux sectes contemporaines, dont les plus anciennes se forment vers l'époque Muromachi, donc autour du XVe siècle, il ménage ainsi un lien possible entre cette voie véritable, le Makoto no Michi, et une voie des dieux, le Kami no Michi, qu'il a pris soin de dégager des accrétions postérieures occultistes. Nous en voyons un indice certain dans l'insistance qu'il met à glisser le sinogramme pour kami, n'est-ce pas, le caractère chinois pour kami, dans des contextes divers où c'est le décalage même entre le terme et le contexte qui nous avertit de son intention. Comme je vous l'ai dit, il parle en particulier de la descente du Bouddha dans le monde avec un terme qui signifie la descente des dieux, n'est-ce pas, la descente des dieux japonais, qui n'est pas utilisé dans les textes chinois. C'est quelque chose d'un indice assez important.
il y en a d'autres. Que cette intention soit présente ou non chez Tominaga Nakamoto, et nous pensons que beaucoup d'éléments le démontrent, c'est en tout cas en ces termes que son successeur indirect reprendra le flambeau du départ du bouddhisme. C'est donc Hirata Hatsutane. Excusez-moi, c'est un peu écrasé, mais... Donc 1776-1843, qui a joui donc d'une vie bien plus longue que Nakamoto, était manifestement en meilleure santé, physique en tout cas, et ainsi pu produire une œuvre bien plus importante en quantité, sans que l'on puisse non plus lui dénier une grande originalité de vue et une acuité philologique qui ne le cède que peu à ses grands prédécesseurs et maîtres que furent Nakamoto et Motoori Norinaga. Acuité philologique, mais contrariée, je dirais, par un enthousiasme qui peut parfois le mener à des conclusions bizarres. Son œuvre aux diverses facettes concerne à la fois l'histoire, la pensée religieuse, la morale, la métaphysique appliquée à l'autre monde et à l'écriture. Il se montra original dans tous ces domaines. Son insatisfaction à l'égard de l'historiographie traditionnelle le conduisit à refaire l'histoire de l'Antiquité, en refondant et restructurant les sources anciennes en une narration plus cohérente à son goût. Son insatisfaction à l'égard des représentations archaïques du Shinto concernant le monde des morts l'amena à transposer dans l'ancienne religion des idées qu'il alla puiser dans le christianisme et dans des rapports médiumniques. Son dépit de ne trouver aucune trace d'écriture autochtone japonaise avant l'importation de la sinographie le réduisit à sombrer dans la supercherie de l'écriture de l'âge des dieux, qui n'était qu'une mauvaise transposition de l'alphabet coréen inventé au milieu du XVe siècle. Malgré tout cela, Hatsutane reste une personnalité intellectuelle remarquable par son inventivité et sa truculence. Il mérite aussi d'être convoqué dans notre enquête précisément parce qu'il a clairement perçu que pour rompre le lien avec la sinoglossie, au sens large, n'est-ce pas, l'usage et l'influence de la culture et de la langue chinoise, but d'ailleurs fatalement voué à l'échec, si l'on considère que notre enquête a réussi à montrer que ce lien ne réunit pas deux entités autonomes, mais relie deux niveaux d'un phénomène continu. Supprimer le lien avec la sinoglossie, c'est quasiment détruire la langue japonaise. Il fallait donc, pour détruire ce lien, il fallait se débarrasser de ce qui en assurait la légitimité, à savoir le bouddhisme et le montage shinto-bouddhique qui était le Honji Suijaku, dont je vous avais plusieurs fois parlé, n'est-ce pas, les bases foncières et les traces descendues, ce montage qui décrivait la parfaite continuité entre les entités bouddhiques et les divinités japonaises, dont on trouvait l'exaparallèle entre les lettres germes ou les lettres brahmiques, là j'utilise les deux termes dans le même sens, les shuji et les bonji, n'est-ce pas, et les mots japonais. Et encore une fois, il faut souligner cette convergence, non pas miraculeuse, mais travaillée en sous-main, n'est-ce pas, qui fait que ça apparaît toujours comme une découverte alors qu'elle était là dès l'origine. C'est le fait que le terme chinois, sino-japonais, shingon, pour désigner les dharani, ou les mantras, c'est ambigu en japonais, ça désigne les deux types de formules sanskrites, si vous voulez. Ce terme Shingon, qui est le nom même de la secte Shingon, de la grande école ésotérique japonaise, se lit en lecture japonaise, en lecture explicative, se lit Makoto, n'est-ce pas? C'est-à-dire les lettres, les paroles véritables. Et c'est exactement le Makoto no Michi que nous avons, c'est-à-dire la vérité. Le mot japonais pour vérité ou vrai veut dire parole véritable aussi, n'est-ce pas? Et c'est lié dans ce concept d'ésotérisme qui remonte justement au système de Kukai. Enfin, nous avons vu tout cela au fil des années, je ne peux pas le résumer d'un mot comme cela. Donc, il fallait donc briser cette idée cette continuité bouddhique, shinto et chinois-japonais se fondaient sur cette idée de l'assimilation, et donc il fallait la briser si on voulait briser le lien avec le bouddhisme et avec la langue chinoise.
Donc la création divine de la langue japonaise, dont le symbole exemplaire était le waka, était une sorte de prologue au ciel japonais, qui préparait l'arrivée future du bouddhisme dans l'archipel, puisque des milliers d'années plus tard, enfin, ou en tout cas un bon millier, 1200 ans et quelques, n'est-ce pas, dans l'ancienne chronologie japonaise, après le premier empereur, donc le bouddhisme venant dans l'archipel allait plutôt enchasser exactement cette structure langagière, un peu à la manière du vaisseau spatial de Stargate, n'est-ce pas, qui vient coiffer la pyramide. Le bouddhisme descend sur le japonais et le coiffe. Le japonais, donc, divin dès l'origine, s'accomplissait dans l'assimilation, le Shimbutsu Shugo. Nous le savons, cette théorie permit donc l'essor de la poésie bouddhique japonaise et fut le ciment de la culture langagière japonaise pendant près d'un millénaire. Pour rendre le japonais à sa divine autonomie primitive, il fallait donc le couper du bouddhisme. C'est ce que s'efforça de faire Hatsutane en poursuivant, selon une veine beaucoup plus polémique, l'entreprise de Nakamoto. On n'aura pas d'hésitation à reconnaître ses sources, puisqu'il intitula son entreprise de fin de démantèlement du bouddhisme les propos rieurs, n'est-ce pas, les propos hilars, les propos rieurs au sortir du recueillement, le Shutsujo Shogo. On pourrait traduire, puisque c'est en chinois, il faudrait traduire de façon un peu pédante, la gélastologie, n'est-ce pas, le discours du rire, en 4 livres, donc publiés en 1811. Donc au tout début de la vie littéraire d'Hatsutane, et dont le titre indique suffisamment la tonalité qu'il entendit donner à son pamphlet. Il reprend, en les simplifiant quelque peu, les notes critiques de Nakamoto, en ajoutant des précisions sur l'histoire du bouddhisme au Japon, et en se concentrant plus explicitement, dans le dernier livre, à l'examen critique des 2 grands courants bouddhiques dominant la société japonaise de son époque, les sectes de la terre pure et la secte Nichiren. Nous avons cependant insisté sur ce que l'on a appelé l'appendice aux propos rieurs au sortir du recueillement, le Shutsujo Shogo Fudoku, paru en 1813, 2 ans plus tard, et compilé à partir des notes de ses disciples, en raison là aussi de l'originalité du contenu. Rédigé cette fois en japonais parlé et vulgaire, n'est-ce pas, vulgaire dans les 2 sens, alors que les propos rieurs l'étaient en ce japonais classique plutôt sino-japonais, influencé par le sino-japonais, qui se rencontrait le plus souvent dans les académies d'Edo, dans ces juku, qui sont donc le théâtre de ces polémiques. Hatsutane ne prenait pas de gants pour exprimer son indignation à l'égard du clergé bouddhique japonais, qui trahissait le peuple crédule, mais aussi se trahissaient les moines japonais qui se trahissaient eux-mêmes en feignant d'adopter une vision du monde bouddhique, c'est-à-dire indienne, qui était sans doute adaptée aux conditions misérables qui règnent dans ce pays, c'est ce que dit Hatsutane, dont on comprend que les habitants aspirent à se libérer, mais pas du tout pour le Japon, un saint pays, n'est-ce pas, Mikuni, où il fait bon vivre. Il donne sur un ton emporté différents exemples de l'exploitation honteuse de la crédulité, non seulement des petites gens, mais aussi de la noblesse de cour et de l'aristocratie guerrière, qui nous brosse un tableau très vivant de la société et des croyances de l'époque. Ce livre assez court mériterait certainement d'être traduit en français, comme témoignage de l'exaspération à l'égard du bouddhisme qui régnait dans les milieux lettrés de l'époque et qui aboutit au rejet rageur du début de Meiji, en un mouvement d'annulation culturelle dont nous connaissons d'autres exemples, le Haibutsu Kishaku, n'est-ce pas ? Nous avons relevé l'attention particulière accordée par Hatsutane au célèbre pacte d'Issé, si l'on peut dire, qui expliquait à partir du Moyen-Âge l'interdit de l'emploi de tout terme bouddhique ou se rapportant au bouddhisme dans ce sanctuaire saint entre tous par son lien avec la déesse solaire Amaterasu, que la théorie de l'assimilation identifiait au Bouddha Dainichi Nyonai, Mahavairochana en sanskrit. Ce que les sources bouddhiques médiévales présentaient comme un accord entre la déesse du soleil et le roi des démons dans le bouddhisme devient une supercherie destinée à justifier un fait antérieur qui est bien l'interdit complet du bouddhisme dans ce haut lieu du Shinto. Ainsi, avec l'action d'Hatsutane, s'effaçait le lien ontologique entre les 2 langues et le japonais pouvait reprendre sa liberté pristine. Cette autonomie de départ est dans une large mesure une vue de l'esprit, ainsi qu'a cherché à le montrer notre enquête,
mais il est indéniable que le corpus mythologique des deux livres de base, n'est-ce pas, les Mifumi, les augustes livres qui étaient le Kojiki et le Nihon Shoki, était une base qui a parfaitement rempli ses fonctions d'enceinte protectrice, pour reprendre l'image même du premier waka, n'est-ce pas, autour de la langue japonaise, une octuple enceinte. Malheureusement pour Hatsutane, cela ne lui suffisait pas. Il a voulu aller au-delà du possible en se lançant dans l'aventure de l'écriture du temps des dieux et en présentant donc comme lettre divine japonaise ce qui n'était que l'alphabet coréen moderne. Par-delà le côté ridicule de l'affaire, qui se maintint pourtant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, nous pouvons voir la force des représentations bouddhiques pour légitimer la langue japonaise. Tant que l'on pouvait considérer que les mots japonais, qu'ils fussent oraux ou écrits, s'inscrivaient dans la continuité des lettres germes, peu importait leur support écrit. Ils existaient de toute façon. Mais dans la civilisation du texte, qui était devenue à son tour le Japon, se voir privé de toute légitimité graphique devenait insoutenable. La tentative désespérée d'Hatsutane pouvait donc se comprendre. J'aurais voulu ne pas finir ce cycle sur ce départ du bouddhisme, ne fût-ce que parce que ce n'est pas la fin de l'histoire. J'avais l'intention d'aborder ensuite un singulier phénomène de renaissance philosophique du langage bouddhique en plein XXe siècle. Je ne le ferai pas pour l'instant, je le ferai un jour, mais je voulais quand même souligner que cette fin du bouddhisme, ce départ du bouddhisme ne fut que provisoire, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que tout ce travail des lettrés nationaux, n'est-ce pas, des kokugakusha d'Edo, qui semble avoir triomphé dans cette tentative d'annulation du bouddhisme et de triomphe de la langue japonaise de l'époque de Meiji, eh bien, ne s'est pas réalisé dans les termes qu'ils espéraient. D'abord, avant tout parce que le bouddhisme a repris du poil de la bête, justement fortifié bien qu'affaibli du point de vue de sa place dans la société, il s'est retrouvé fortifié par son contact avec les méthodes philologiques occidentales qui l'ont amené dans une autre direction. Et il y a des travaux maintenant importants qui sont faits dans ce sens, en particulier M. Sueki Fumihiko a sans doute été l'un des premiers à le faire. Il y a maintenant un jeune, un bouddhisant un japonisant qui travaille au Japon, qui s'appelle M. Clao Tao, qui est aussi dans la même direction, et j'espère un jeune Français qui va continuer cela, c'est de voir que il y a une pensée japonaise du XXe siècle qui s'est constituée dans le cadre du bouddhisme. Et ça, c'est très important. Ce que l'on considère comme des études bouddhiques au Japon, au XXe siècle, sont en réalité un développement bouddhique d'une réflexion qui a commencé antérieurement et qui était très modelée par les catégories bouddhiques traditionnelles japonaises. Je dis bien japonaises, hein, malgré l'importance des études sur le bouddhisme indien qui a été réalisée au Japon, et tibétain bien sûr, les grilles japonaises, celles mêmes que j'ai évoquées ici, restent présentes dans bon nombre de... chez bon nombre de personnes. Je voudrais en donner un seul exemple qui me semble extrêmement parlant. Maintenant, il y a une immense littérature en langue anglaise sur le bouddhisme, mais l'un des rares livres qui existait à une certaine époque, c'était un livre publié en 1947, ou 49-47, il me semble, par Takakusu Junjiro. Je ne reviens pas sur lui, l'un des grands fondateurs des études bouddhiques modernes au Japon, grand spécialiste du bouddhisme indien, bien sûr. Eh bien, il a prononcé à l'université de Hawaï une série de conférences qui étaient intitulées The Essentials of Buddhist Philosophy en anglais. Et c'était donc à destination des étudiants anglophones et américains essentiellement qui se trouvaient à l'université de Hawaï. Et donc ça se veut Buddhist philosophy, n'est-ce pas? Donc c'est bien le bouddhisme général et le bouddhisme indien dont le professeur Takakusu était un spécialiste. Eh bien, si l'on regarde ne serait-ce que
la table des matières, vous verrez que la grille de lecture est entièrement japonaise traditionnelle. C'est-à-dire qu'il divise ce qu'il appelle la philosophie bouddhique selon les 8 grandes écoles du Japon traditionnel, n'est-ce pas? C'était quelque chose d'absolument extraordinaire de voir cela, sans même qu'il considère nécessaire de le justifier. C'est pour lui une façon intuitive de développer le bouddhisme. Donc, voilà, l'histoire n'est pas finie, mais je voulais, en tout cas à l'époque d'Edo, il est sûr que l'époque d'Edo, et donc la période traditionnelle, la période prémoderne du Japon, se finit sur cette note que j'ai appelée le départ du bouddhisme. Donc l'autre histoire, je vous inviterai à la suivre avec moi ailleurs, ça se fera très certainement si les dieux nous prêtent vie, et je vous remercie de votre assiduité pour toute cette année et les années précédentes pour ceux qui sont là depuis longtemps. Merci beaucoup. Voilà.